C'est bien. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance spéciale de consultation dans le cadre d'un projet qu'on appelle communément un PPC-MOI, qui est un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour un projet de développement. Alors, ça cible le projet de développement au 70 rue Champagne. Donc, vous avez à l'écran les membres du conseil municipal, de même que 3 de nos fonctionnaires. Donc, monsieur, je vais commencer par eux, parce que l'autre projet tantôt, je vais commencer à l'inverse. Donc, vous avez monsieur Philippe Chrétien, qui est notre directeur du service de l'urbanisme. Monsieur Jean-Marie Beaupré, qui est notre directeur général, et madame Marie-Christine Lefebvre, qui est notre greffière. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons progresser la raison pour laquelle ces personnes-là ont un impact ou une intervention tout à fait particulière dans ce programme-là. Donc, les membres du conseil municipal maintenant, que je vais vous présenter au district numéro 1. Oui, bonsoir, Josée Laforêt. Je suis responsable des dossiers de sécurité, comité de circulation, comité à l'égard des personnes handicapées et les loisirs sportifs, les loisirs en général. Merci, Madame Laforêt. Au district numéro 2. Oui, bonsoir, Lynne-Marie Lorrain, responsable des dossiers d'urbanisme et d'aménagement. Je siège aussi au comité consultatif d'urbanisme et au comité consultatif du plan d'action envers les personnes handicapées. Bonsoir. Merci, Madame Lorrain. Au district numéro 3. Oui, bonsoir, Denis Vézina, responsable du développement durable. Je siège également au comité consultatif de la famille et au comité de circulation. Merci, M. Vézina. Au district numéro 4. Oui, bonsoir. Richard Pelletier. Alors, je suis responsable des dossiers infrastructures et immeubles, qui incluent les travaux publics. Je suis également au comité des finances. J'ai également la responsabilité pour les dossiers de ressources humaines. Je siège sur 2 autres comités et également au conseil d'administration des régies de l'eau et des eaux usées. Merci, M. Pelletier. Au district numéro 5. Oui, bonsoir, Guy Lacroix. Bon, heureux de vous représenter au quartier 5. Merci. Merci, M. Lacroix. Là, au district numéro 6, M. Émile Henry, qui est absent pour des raisons des obligations professionnelles. Donc, nous en venons directement au but de cette séance spéciale, qui est de recevoir, en fait, les opinions des citoyennes et des citoyens qui se sont manifestés lors d'une consultation tout à fait ciblée, qui a eu lieu du 6 mai au 21 mai pour le projet PPC-MOI, dis-je. Et puis, la séance de ce soir, c'est de donner des réponses. Donc, exprimer les questions, les préoccupations qui nous ont été transmises et donner des réponses. D'entrée de jeu, il faut peut-être rappeler qu'un projet PPC-MOI, dis-je, qui est à l'effet de dire que c'est un projet particulier. Okay. Pourquoi c'est un projet particulier? C'est lorsque c'est un projet qui nous est présenté par un promoteur qui a comme effet de venir, en fait, mettre à l'épreuve la réglementation actuelle alors que ce n'est pas dans l'intérêt du citoyen. Alors là, je vais l'exprimer comme ça. Donc, le promoteur a des droits, OK? Et la municipalité a des obligations de 2 ordres. Une obligation à l'égard du promoteur pour faire appliquer la loi, bien sûr, puis faire en sorte qu'il fasse son projet s'il respecte la réglementation. Okay? Et l'autre, c'est à l'endroit du citoyen. Alors, en premier lieu, au premier chef, lorsqu'on se rend compte qu'il a le droit de faire son projet, mais que dans le cadre de la réglementation actuelle, ça ne correspond pas aux engagements de la municipalité, globalement, et aussi aux intérêts des citoyens. Les engagements de la municipalité, qui sont de l'ordre suivant, c'est donc dire de faire un développement harmonieux
en fonction de toute la question environnementale, okay, la sécurité des citoyennes et des citoyens, et aussi de permettre ce développement-là soit dirigé vers l'avenir, c'est donc dire la mobilité active qu'on appelle, et aussi être près des transports en commun. Or, il y a des obligations maintenant, des obligations qui sont de l'ordre de notre propre réglementation et aussi des obligations qui viennent des règlements édictés par la CMM, qu'on appelle le PMAD maintenant, qui nous gouverne en termes et qui, elle aussi, est sous l'impulsion d'une réglementation provinciale, du gouvernement provincial, okay, qui nous oblige, lorsqu'on fait du développement, à densifier. Alors, c'est une ligne, c'est donc dire, c'est une direction qui a été prise depuis quelques années maintenant, 7-8 ans. Alors, densifier nos lieux. Pourquoi densifier? Parce que l'étalement urbain a comme conséquence, bien sûr, de venir faire pression sur le milieu agricole, mais surtout, venir multiplier les îlots de chaleur. Et on le voit à Saint-Basile-le-Grand, on a des grands îlots de chaleur qui sont occasionnés par la multiplication de stationnements privés et de stationnements commercial comme tel. Donc, comment on fait ça? C'est lorsqu'il y a un projet qui nous est présenté avec logement multiple, c'est de faire en sorte, puisque logement multiple veut dire multiplication des stationnements, de faire en sorte, dans la mesure du possible, de faire ces logements-là en sous-sol, c'est donc dire en sous-sol du bâtiment comme tel. Alors, vous allez voir tantôt l'explication qu'on va vous donner à cet égard-là. Faire en sorte aussi que lorsque le projet nous est présenté, est-ce que ce projet-là est prêt aussi, comme je le disais plus tôt, des infrastructures favorisant la mobilité active. Donc, dire mobilité active près des parcs aussi, alors, plus possible. Sinon, développer des parcs, on le fait sur un autre projet comme tel, près aussi des voies, des infrastructures pour cyclables ou piétonnières, etc., etc. Donc, c'est une des responsabilités qui est confiée au comité consultatif d'urbanisme. Chaque municipalité a des comités pour conseiller son conseil municipal et faire en sorte que ce soit des citoyens qui viennent déjà se prononcer sur des projets. Alors, chaque personne conseillère autour de l'écran ici qui en fait part de leur responsabilité ont d'accrocher à leur fonction responsable des comités, que ce soit l'environnement, que ce soit la circulation, etc. Bon, alors, une fois ceci dit, c'est donc dire que ces comités-là sont constitués de citoyennes et de citoyens. Des gens comme vous et moi qui habitent Saint-Basile-le-Grand et qui manifestent l'expression de participer, venir apporter une contribution. Et au comité d'urbanisme, il y en a 6, plus nos 2 personnes conseillères. On dit qu'il y a déjà une opinion première qui émane des citoyennes et des citoyens, qui sont manifestés auprès du conseil municipal. Lorsque le conseil municipal reçoit un projet, parfois il le retourne il fait part, et souvent le comité d'urbanisme, il vient juste nous dire là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez parce qu'on est bloqué ou quoi que ce soit. On l'a vu sur des projets, on retourne en donnant une première opinion, etc. Et il travaille le projet jusqu'à temps qu'il soit un projet qui rencontre les objectifs que j'ai indiqués tantôt, de densification, environnementale, mobilité active, près des transports en commun. Ça, là, je vous le dis d'entrée de jeu, on a devant nous, c'est le 3e PPC moi depuis le début d'année qu'on a. Alors, on a un 3e ici. Moi, je lève mon chapeau. Je vous le dis, là, c'est pas parce que mes collègues qui sont là, un travail extraordinaire. Je vous le dis d'entrée de jeu, un travail exceptionnel qui a été fait par le comité consultatif d'urbanisme et nos hauts fonctionnaires, au premier chef, M. Chrétien, qui nous ont guidés là-dedans pour être sûr qu'on prenne la bonne mesure des choses relativement au PPC-moi. Qu'est-ce que c'est le PPC-moi? PPC-moi, c'est un outil particulier, c'est un projet particulier, OK? Alors, un outil d'exception qu'on va prendre pour faire en sorte de faire respecter les droits du citoyen, okay?
et aussi rencontrer les objectifs que j'ai décrits précédemment. Donc, c'est ça. Donc, on a devant nous un projet de cette nature, un projet aussi où on est, nous, très heureux de voir l'expression citoyenne qui a été manifestée aussi, pas seulement au comité d'urbanisme, mais toutes les questions, les préoccupations, les interpellations qui nous ont été faites par un ensemble de citoyens. Alors, nous avons ici devant nous, bien sûr, ces interpellations-là. Nous allons les prendre une à une. On les a une à une. Maintenant, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont interpellés sur un ensemble de sujets, il y a beaucoup de répétitions. C'est normal, parce que les personnes, chacun de leur bord, font. Alors, je donne un exemple, la circulation, par exemple, dans le secteur. C'est une préoccupation importante. Okay? Alors, beaucoup des gens qui nous interpellent à cet égard-là, la hauteur du bâtiment, etc. Donc, on a regroupé. Alors, je veux dire, bonne intention envers vous, nous allons quand même vous nommer pour dire lorsqu'on va signaler une interpellation, on va dire cette interpellation-là vient de telle personne, mais ce n'est pas nécessairement dans vos mots parce que je prends le mot, une phrase d'un d'entre vous pour l'exprimer, parce que sinon, il y aura une répétition. Si vous avez 3 intervenants, ça veut dire que vous avez la répétition 3 fois, mais différemment. Alors, on se comprend. Donc, c'est l'approche que nous avons retenue, et puis nous allons débuter dans l'ordre, tel que nous l'avons reçu en ordre de priorité en termes de préoccupation. Alors, le premier point. Et je vais commencer par le premier point. Une des préoccupations qui a été manifestée, entre autres, par Mme Lison Blanchet, Mme Audrey Daigneault et M. Éric Foster. Alors, est-ce que cela signifie aussi une diminution de la valeur de ma maison? La réponse, c'est non, ça signifie pas ça, puisque dans les développements qu'on a eus à date, les développements n'ont pas eu d'impact sur une diminution quelconque de la valeur de la maison, d'autant plus que c'est des projets de qualité comme tels. Okay. Alors, voilà, ça répond. Alors, pour les 3 personnes, c'est du même ordre comme tel. Le deuxième point. Alors, c'est un point important que vous l'indique d'entrée de jeu sur la question de la circulation. Alors, pour la circulation, c'est Mme Laforêt qui est au comité de la circulation, bien sûr, avec M. Vézina. Mme Laforêt qui va répondre. Mais d'entrée de jeu, je voudrais juste rappeler que pour le conseil municipal, la problématique de la circulation dans ce secteur-là est connue. Est connue, et puis elle est connue, elle existait avant ces projets-là. Avant qu'arrivent ces projets-là. C'est donc dire, tout ce qu'on a à regarder, c'est l'impact. Est-ce que ça a un impact tel qu'on doit refuser le projet? C'est à ça que doit répondre notre comité de circulation comme tel. Par ailleurs, vous allez voir que déjà, le fait de reconnaître qu'il y avait des problématiques de circulation antérieures, déjà, il y a un processus de mise en place là, de mesures pour pouvoir y pallier. Madame Laforêt, on dit ceci, le projet ne tient pas compte de la lourde problématique de la route 116 pour les habitants du quartier, dont la seule voie d'accès est la montée des Trinitaires. Cette problématique serait aggravée par l'ajout de 6 résidences supplémentaires. À vous. Ouais. Ben, merci, M. le maire. Vous l'avez bien placé. Hein? C'est une problématique. On est très au courant. D'ailleurs, le conseil municipal a demandé au comité de circulation de prioriser des actions très concrètes du côté nord. Ce que le comité va faire dans les prochaines, à court terme, on va déjà voir des actions qui vont se produire. Et il y aura une réflexion à moyen et à long terme aussi pour avoir des mesures structurantes pour le côté nord. Alors, en ce moment, il y a une étude de circulation qui est en cours concernant justement l'amélioration de l'accessibilité du côté nord et la fluidité de la circulation de la montée des Trinitaires. Alors, dans un avenir assez rapproché, on va voir des interventions
Le projet qu'on parle de la rue Champagne, c'est un projet qui suscitera pas beaucoup de véhicules supplémentaires. Notre problème, c'est qu'il est déjà existant. Alors, je suis confiante, je pense que le Conseil est confiant qu'avec les mesures qu'on va apporter rapidement, on va pouvoir répondre à cette problématique. En tout cas, une partie de cette problématique-là. D'accord, merci, Mme Laforêt. Prochain point, on parle de hauteur et marge de recul, bien sûr, quiétude et intimité. Alors, M. Pelletier va d'abord, je pense, nous informer en ce qui concerne la question de la quiétude. Là. On dit ici nuisance visuelle et sonore insupportable avec une voie d'accès impraticable. Ça, c'est M. je pense, là, Sylvester. Alors, on ajoute ici le projet aurait un impact sur la qualité de vie des voisins immédiats, dont je fais partie. Okay? La hauteur projetée du bâtiment privera les voisins de l'intimité dont ils bénéficiaient depuis des années. Nombreux sont ceux, comme moi, ont acheté une maison à Saint-Basile-le-Grand pour cette quiétude. Je reviendrai, je pense, pour toute la question après des rebuts puis de la neige, disposition de la neige. Monsieur Pelletier. Oui, alors, pour ce qui est de la nuisance visuelle et sonore, en fait, on ne voit pas en quoi le projet va générer vraiment une pollution visuelle ou sonore déraisonnable. Là, on parle de quelques résidences familiales. Quant à la voie d'accès qui a 6 mètres ou 20 pieds de large, on ne voit pas non plus de problématique particulière. On a dit impraticable. 20 pieds de large, vous savez, on circule relativement bien et on peut entrer et sortir sans difficulté. Pour ce qui est de la hauteur ou de l'impact visuel, peut-être que ma collègue, Mme Lorrain, souhaiterait commenter ce bout-là. Oui, juste avant, je voudrais peut-être vous entendre, si vous voulez bien, aussi sur le projet qui ne tient pas compte, dit-il, du manque d'espace pour disposer de la neige accumulée lors des opérations du déneigement des nouvelles résidences, ni pour le stationnement des visiteurs, où on peut stationner sur la rue Champagne, ni pour les bacs à ordures, les bacs de recyclage, les bacs de compost. Et puis, je ne les avais pas présentés, mais j'attendais que vous ayez fini votre présentation. OK. Alors, de compost des nouvelles résidences qui se retrouveraient tout directement sur la rue Champagne par manque d'espace prévu à cet effet dans le projet. Monsieur Pelletier. Oui, alors je comprends très bien vos questions. Ça a été parmi les premières questions qui nous sont venues, ben, pas les premières, mais qui sont venues rapidement à l'esprit d'ailleurs de tous les membres du comité d'urbanisme. Alors, pour ce qui est de la gestion de la neige, c'est un contrat privé qui va être octroyé pour le déneigement. Alors, le ramassage de la neige est aussi une éventualité dans les cas exceptionnels où il va manquer d'espace pour les opérations de déneigement et l'entreposage. Mais sachez que le déneigeur n'est jamais autorisé à disposer de la neige sur le terrain des voisins. Alors, c'est vraiment un problème pour les nouveaux propriétaires. Ça va être un contrat privé qui va s'assurer que c'est bien fait. La gestion des déchets, par contre, justement pour éviter une nuisance visuelle pour l'environnement bâti immédiat, parce qu'on peut imaginer si toutes les poubelles devaient sortir et se retrouver sur la rue Champagne, ce ne serait pas très intéressant pour les voisins. Alors, le contrat de gestion des déchets, là, il va être octroyé pour un ramassage sur la voie d'accès. Alors, le camion va aller sur la voie d'accès et va ramasser tous les bacs devant les nouvelles propriétés. Alors, les jours de collecte, là, les bacs roulants des habitations ne seront pas visibles de la rue Champagne, sauf sur la maison qui est restée intacte. Là. Mais les maisons à l'arrière, ça ne sera pas visible du tout. Moi, j'ai eu aussi une question qui était peut-être un petit peu moins bien formulée là, par rapport à un voisin qui s'inquiétait pour sa haie de cèdre. Sachez que si vous êtes voisin immédiat et que votre haie, vous vous posez des questions, si la haie est située sur votre terrain, les propriétaires du projet
pourront pas la tailler ou faire quoi que ce soit sans votre consentement à vous. Alors, peut-être vérifier votre certificat de localisation là, pour valider cette information-là, pour vous assurer que votre haie n'est pas déjà chez le voisin. Là. Mais si elle est chez vous, il ne pourra pas y toucher sans votre consentement. Merci, M. Pelletier. Alors, Mme Lorrain, est-ce que la hauteur de 2 étages est conforme? Parce que là, on s'inquiète beaucoup de ça. Oui, merci, M. Lessard. Bon, dans la zone 124H, alors, les habitations de 2 étages sont permises. Alors, d'ailleurs, ça ne fait pas partie du PPC-MOI, la hauteur de 2 étages, là, elle est conforme à la réglementation présentement. Pour ce qui est de la localisation qui est proposée de l'allée d'accès, je vous dirais que si vous inquiétez au niveau du côté privatif, là, alors je pense que le fait que l'allée d'accès soit du côté de Place Champagne, je pense que ça amène une plus grande intimité entre les demeures de la place Champagne et de ces demeures qui seraient construites. D'ailleurs, il y a comme distance entre les résidences de la place Champagne et les résidences projetées, il y a plus de 25 mètres, 82 pieds entre les bâtiments de part et d'autre. D'accord, merci beaucoup. Alors, les temps rafales, c'est des questions pour notre responsable des développements durables, M. Vézina. Alors, M. Desfossés, il dit le projet nécessite la coupe de nombreux arbres matures. Alors, M. Carrière dit le promoteur va abattre, Mme Carrière, c'est-à-dire Diane Carrière, le promoteur va abattre tous les gros arbres. C'est ce qui fait la beauté de notre environnement. Et M. Bérard nous dit, est-ce que les arbres doivent être coupés et lesquels? M. Vézina. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, comme dans tous les projets qu'on va se bâtir un peu partout sur le territoire présentement, souvent on est obligé d'abattre des arbres, des fois des arbres matures, donc c'est encore plus crève-cœur. Donc, dans ce projet-là, évidemment, il y a plusieurs arbres qui seront abattus. Là, M. Bérard nous demande lesquels. Vous me pardonnerez de ne pas savoir lesquels exactement. C'est quand même un grand terrain là, où est-ce qu'ils s'en vont construire. Par contre, ce que j'ai envie de répondre pour ramener un peu de réconfort, c'est que toutes ces propriétés-là vont être assujetties à la réglementation sur la plantation d'arbres de nouvelles propriétés. Donc, c'est minimalement 2 arbres en devanture de terrain. Bon, il y a des prescriptions là, à 1,5 mètre là, de la voie publique, puis respecter les distances, là, mais tous ces arbres-là qui seront coupés, on ira les remplacer avec des jeunes arbres, puis comme on répondait un peu plus tôt dans un autre PPC-MOI, le temps fera son œuvre, puis on les verra grandir. Merci. Merci. Alors, Madame Laforêt, une question des questions de sécurité ici. Alors, M. Desfossés nous interpelle qui dit l'absence de cercle de virage rendra difficile l'accès aux pompiers dans le scénario où tous les espaces de stationnement sont occupés. Les occupants devront rejoindre la sortie sur la rue Champagne en marche arrière, ce qui est non sécuritaire. Le trafic est déjà problématique sur la rue Champagne, souvent emprunté pour éviter la congestion sur la montée des Trinitaires. Or, les voitures dépassent les 50 km/h. Il n'y a ni panneau d'arrêt dans le plan proposé, ni trottoir pour sécuriser les passants. Ça, c'est M. Desfossés. Dans le même sens, M. Alejandro Mompeme. Le projet ne tiendra pas compte des difficultés d'accès à une nouvelle résidence pour les pompiers en cas d'insécurité. Là, c'est excessivement important. Pour une seule et unique voie d'accès de 6 large. Ce manque d'accessibilité compromettrait la sécurité de toutes les maisons autour du nouveau développement. La simple évacuation de nouvelles résidences en cas d'incendie serait pratiquement impossible. Madame Laforêt, vous avez regardé ça aussi avec nos amis du comité d'urbanisme. Oui, en effet, encore une autre très bonne question. Là.
La régie, pour assurer nos citoyens, c'est que la régie intermunicipale de sécurité incendie a été consultée à toutes les étapes du projet. Fait que l'accès au bâtiment est jugé sécuritaire par la régie incendie. Et juste pour vous donner une idée, la voie d'accès, elle a 6 mètres et non 6 pieds, qui est quand même assez large là, pour les camions et tout ça. Fait qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et juste pour compléter au niveau de l'étude de circulation, au niveau du problème de circulation, ben, comme je disais un petit peu plus tôt, il y a une étude de circulation qui se fait en ce moment où il va nous proposer des mesures correctives pour la suite des choses. Alors oui, il y a une problématique, oui, on est au courant, mais on a les deux mains dedans, puis on sait où on s'en va. Là. Fait que dans les prochaines semaines, on devrait déjà voir des actions se concrétiser à ce niveau-là. OK. Merci beaucoup, Mme Laforêt. Alors, l'harmonisation architecturale, c'est une préoccupation de plusieurs personnes, Mme Blanchette, M. Irla, M. Marc Desfossés, M. Paumé, Mme Diane Carrière, M. Guillaume Grosse. Alors, toutes ces personnes se préoccupent. Je ne dis pas que les autres qui ne nous ont pas interpellés ne s'en préoccupent pas, mais ils ont manifesté de la façon suivante là, leurs inquiétudes. Je suis donc en total désaccord avec ce changement de zonage qui n'est pas du tout en harmonie avec le secteur actuel de maisons unifamiliales. À mon avis, ce projet ne respecte pas le milieu. Il veut s'implanter et ne s'adapte pas à la spécificité du quartier. L'orientation du plan d'urbanisme identifie l'importance de consolider les milieux de vie avec des quartiers résidentiels homogènes. Le projet proposé par la firme CBA Inc. indique les habitations jumelées de 2 étages alors que le quartier ne comporte essentiellement d'habitations unifamiliales isolées. Ce type d'habitation n'est pas autorisé pour la zone 124H. C'est important là, parce que ces personnes, la façon qu'ils perçoivent le projet, c'est très important. Et donc, n'est pas autorisé pour la zone 124H et ne devra pas l'être afin de préserver le caractère homogène du quartier. Alors, ce projet, M. Paumé dit, ce projet propose d'installer des maisons de 2 étages, donc chacune en cour arrière serait à seulement 6,8 mètres et même moins dans certains endroits, des terrains avoisinants. Cela veut dire que tous les fenêtres des chambres de cette nouvelle maison donneraient sur les terrains des maisons déjà construites, sur le terrain avoisinant du côté de montée des Trinitaires. Quelles vont être les mesures prises par le promoteur pour assurer la privacité de ses voisins? Alors, les autres continuent dans ce sens-là. Alors, Madame Lorrain, je sais pour l'avoir expliqué dans un autre projet précédemment que ça fut une des préoccupations importantes, une autre des préoccupations importantes du comité d'urbanisme. Madame Lorrain. Merci, M. Lessard. Juste pour revenir un peu en arrière, là, au niveau de la question précédente concernant la sécurité, il y avait une remarque d'un citoyen concernant le triangle de visibilité. Oui. Évidemment, concernant la haie qui se trouve le long de l'allée donnant accès aux résidences, dans notre réglementation, le règlement prescrit la hauteur maximale des haies de cèdre à 1 mètre de haut en cour avant. Donc, c'est exactement dans l'objectif d'éviter un problème de triangle de visibilité. Par contre, au niveau de notre réglementation concernant le triangle de visibilité, il ne concerne pas les entrées charretières, donc les entrées donnant accès aux allées de stationnement, par exemple. Si la haie est réglementaire, donc à 1 mètre de hauteur en cour avant, il ne devrait pas y avoir de problème. De toute façon, lorsqu'on sort d'une entrée charretière, là, on ne sort pas à pleine vitesse. Là. Pour ce qui est au niveau de l'harmonisation architecturale, dans votre zone, la zone 124H,
il est possible de construire des maisons de 2 étages. C'est à notre réglementation, c'est dans la zone dans la grille des normes et usages d'avoir la possibilité de construire un 2e étage à votre maison unifamiliale isolée si c'est le cas. Donc, le projet, là, il s'agit de maisons unifamiliales jumelées. Donc, chaque propriété va avoir sa cour arrière privative. Donc, ce sont des maisons donc, c'est comme du bifamilial, là, du unifamilial jumelé, là, donc 2 maisons unifamiliales côte à côte avec évidemment une cour arrière privée. C'est sûr que dans le quartier résidentiel en question, il y a plusieurs types de résidences présentement. Donc, lorsque vous mentionnez là, que c'est un quartier qui est homogène, ben moi, je vous dirais qu'il y a du unifamilial isolé, il y a du unifamilial en rangée, les projets du 131 et 133 Trinitaire. Il y a des maisons unifamiliales type cottage avec un 2e étage. Il y a aussi, tout près de chez vous, il y a une série de maisons de 4 à 8 logements, 3 étages. Donc, oui, il y a beaucoup d'unifamiliales isolées, mais il y a aussi d'autres types de résidences dans la zone 124H. Évidemment, c'est un lot qui a une localisation privilégiée. Je vous dirais que c'est un terrain qui est très attrayant pour des futurs propriétaires parce qu'il est à proximité de la 116, il est à proximité de commerce, il est à proximité, évidemment, du transport en commun. Il y a une piste cyclable qui est tout près, donc c'est un terrain qui a vraiment je dirais, un grand attrait au niveau de l'intérêt des futurs locataires. Il n'y a rien dans notre réglementation qui dit qu'un îlot enclavé ne peut pas être développé. Alors, il faut voir ce terrain-là comme un terrain très intéressant. Puis, la façon dont il a été développé par le service de l'urbanisme et le CCU, c'est toujours en voulant préserver la quiétude, le côté privatif des constructions qui sont déjà présentes présentement. Donc, c'est un terrain vacant, comme je mentionnais, qui est déjà subdivisé ainsi depuis longtemps et qui se retrouve enclavé, évidemment, mais avec une servitude de passage à même l'allée déjà existante. Je pense que c'est un endroit qui va être une solution privilégiée pour des futurs propriétaires. Ce type de développement concilie les intérêts des différentes parties concernées, incluant les citoyens affectés. C'est un grand travail de réflexion qui a été fait en amont avec le comité consultatif d'urbanisme, comme je mentionnais, afin de parvenir à un projet qui va permettre de créer une offre de logement tout en étant en harmonie avec son lieu d'implantation. Pour ce qui est des marges de recul qui sont exigées pour un projet intégré de ce type, elles sont respectées. Donc, elles font preuve de points dérogatoires au PPC moi et dans le but de respecter l'intimité du voisinage, des arbres vont être plantés dans les cours arrière. Évidemment, il y a habituellement une obligation de planter en cours avant, mais là, dans les cours arrière, il y aura des arbres qui vont être plantés justement pour avoir un effet plus privatif pour les résidences qui sont situées sur Trinitaire. D'ailleurs, les marges de recul de 6,8 mètres en moyenne avec les lignes de terrain et il y a une distance de 22 mètres à 30 mètres avec les bâtiments d'une part et d'autre. Donc, entre les bâtiments sur Trinitaire et les futurs bâtiments, il y a environ de 22 à 30 mètres de distance. Puis pour ce qui est des marges de recul, donc entre
les bâtiments qui sont construits, qui vont être construits et la ligne de terrain sur Trinitaire, il y a 6,8 mètres en moyenne, ce qu'on considère quand même être tout à fait acceptable. Concernant, non, je pense que j'ai terminé, Monsieur le maire, je vous cède la parole. D'accord. Alors, le prochain point, c'est un point qui est en lien avec le stationnement. Alors, M. Desfossés nous dit « La rue devant chez moi servira de stationnement permanent pour les visiteurs et temporaire pour les nombreux livreurs. » M. Irla, lui, il fait une observation complémentaire. Le stationnement dans la rue étant déjà un problème à la circulation à la cause de la courbe de la rue Champagne à cet endroit. Très pénible, le stationnement pour les visiteurs de ces habitations est carrément impossible. Alors, c'est l'avis de M. Irla et de M. Desfossés. Madame Lorrain. Oui, alors pour chacune des unités d'habitation qui sont projetées, il y a 2 cases de stationnement qui sont prévues. Donc, il y a un garage et une allée de stationnement. Dans le cas où il y aurait des voitures supplémentaires dues à des visiteurs, ceux-ci pourraient se stationner sur la rue Champagne, évidemment, où le stationnement sur rue est déjà autorisé. Maintenant, à moins que M. Chrétien me reprenne, présentement sur la rue Champagne, les maisons unifamiliales comptent elles-mêmes 2 cases de stationnement qui sont prévues. Pour ce qui est... Oui? Non, j'allais dire oui, exact. Bon. Maintenant, pour ce qui est du nombre de livreurs, je ne pense pas que 6 maisons unifamiliales amènent un nombre très élevé de livraisons de plus dans le quartier. D'accord, merci. Alors, le prochain point, vous allez voir que ça touche, c'est intéressant parce que ça touche plusieurs facettes de ce projet-là et très particulier en plus. Donc, il y a Mme Blanchette, M. Maupomé, Mme Carrière, Mme Lamy et M. Dufresne qui nous interpellent en ce qui concerne le drainage des lieux. Alors, j'aimerais signaler que le terrain arrière derrière ma maison est déjà problématique parce que la hauteur originale a été surélevée sur ce terrain qui s'égoutte dans ma cour. Donc, il y a déjà un problème qui existe là. Comment est-ce que les eaux pluviales, ça c'est Mme Blanchette qui nous dit ça. Alors, ici, M. Desfossés, il dit comment est-ce que les eaux pluviales en provenance du nouveau développement résidentiel au 70 rue Champagne seront-elles évacuées autrement qu'en se déversant par surélévation sur les terrains avoisinants? Alors, quelle garantie aurons-nous que la canalisation des égouts des nouvelles maisons, dont les terrains est actuellement en dessus du niveau des terrains avoisinants, auront un écoulement naturel et continu vers les collecteurs de la rue Champagne ou de la montée Trinitaire sans qu'il y ait stagnation de l'eau des égouts dans la canalisation existante sur le terrain avoisinant? M. Maupomé, qui nous interpelle là-dessus, Mme Carrière, dit comment sera harmonisé les différents niveaux de terrain qui bordent le. Et de plus, on nous dit ici, c'est Mme Dufresne et Mme Lamy, le plan soumis manque de détails. Il faut faire attention là parce que c'est en même temps une perception. Le plan soumis manque de détails par rapport à l'aménagement du terrain. Le niveau du sol est présentement plus bas que le site du développement projeté, que les terrains voisinants. Il n'est pas déterminé comment le drainage se fera où le développement projeté a besoin de demander la permission d'utiliser la voie d'égout située sur nos propriétés. Vous voyez que ça prend tous les bords, mais toujours en fonction de cette préoccupation-là, de l'inondation de leur sol. Alors, c'est M. Pelletier qui va nous répondre à ça. Oui, ben c'est une bonne question parce que être voisin, je me poserais sûrement cette question-là. Sachez déjà d'entrée de jeu qu'il n'y a aucun projet
qui peut amener une augmentation du ruissellement puis de l'écoulement des eaux vers les terrains voisins en vertu de l'article 979 du Code civil du Québec. Alors, non seulement c'est dans la réglementation municipale, mais le Code civil du Québec l'interdit. Alors, un réseau pluvial est prévu en dessous de la voie d'accès. La Ville exige aux promoteurs l'élaboration d'un plan de drainage pour s'assurer que l'écoulement des eaux pluviales, et évidemment des égouts également, là, ne cause pas de préjudice ni de problématiques aux terrains avoisinants. Alors, le promoteur va avoir l'obligation de soumettre son plan de drainage et le plan va être vérifié par le service du génie de la Ville, par nos ingénieurs. Pour ce qui est de l'harmonisation entre les hauteurs de terrain voisins, on a une réglementation par rapport à ça, une réglementation qui est déjà en place et soyez assurés qu'on va s'assurer que les hauteurs de terrain respectent en tout point la réglementation qui existe déjà. C'était, je pense, en tout cas, la réponse que je souhaitais donner à ces gens-là. Monsieur le maire, je crois que vous avez perdu la voix. Merci de m'en informer. Oui, oui. Alors, le prochain point, ça concerne la préoccupation qu'on a pour la densification. Donc, je trouve dommage que la Ville privilégie des projets de construction intégrés au détriment des maisons unifamiliales. Je crois qu'il faut protéger nos terrains pour les constructions unifamiliales. Un condo, une maison en rangée, c'est bien beau lorsque nous commençons notre vie d'adulte, mais avec les enfants, une maison avec un terrain adéquat est beaucoup mieux. Je pense que M. Vézina, je pense qu'il souhaitait y répondre parce que je sais qu'il est beaucoup actif là, en ce qui concerne le manque de résidence là, pour nos citoyens. Je vais reprendre, merci M. le maire, je vais reprendre les paroles de ma collègue Mme Lorrain tantôt quand elle disait que 80% du parc de maisons à Saint-Basile, c'est de la maison unifamiliale. Donc, un des buts d'avoir des maisons rangées comme ça, c'est de donner accès à des jeunes familles qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter des maisons unifamiliales, surtout quand on sait que le marché s'est vraiment enflammé dans les dernières années et que donc, des maisons de ce type-là, bien, ça donne accès à une première propriété. Puis peut-être que les gens aussi préfèrent avoir des plus petites maisons. Là, on est dans une époque différente où est-ce que les grands terrains, les grandes maisons, bien, c'est de l'entretien, puis les gens privilégient d'aller faire d'autres activités que juste s'occuper de la maison. Donc, c'est dans le but, c'est toujours de donner accès à différents types de groupes socio-économiques, accès à la propriété, dans le fond. Donc, ce projet-là répond à ces objectifs-là, premièrement, de développement durable, mais de densification également du territoire qui nous reste à bâtir. Donc, c'est la réponse à cette question, M. le maire. Alors, présentement, Saint-Basile, si vous permettez, M. Vézina, dans la même foulée, présentement, Saint-Basile, peu importe la catégorie d'âge, il n'y a pas de logement disponible. Si vous marchez les rues à Saint-Basile, vous n'avez pas de logement disponible. Zéro. Alors, toute population municipale qui a un nombre inférieur à 3% de son parc de logement, alors inférieur à 3% de vacation, c'est donc dire de logement disponible, c'est une municipalité qui est dans le trouble parce qu'elle perd ses citoyens. Et on le voit, nos aînés qui cassent maison, comme prendre un terme qu'on a l'habitude d'utiliser, je pense, hein, qui décident de vendre leur maison ou quoi que ce soit, ils voudraient demeurer par ailleurs à Saint-Basile pour avoir soit un condo ou un logement ou quoi que ce soit. Et pensez autour de vous, là, pour les gens qui ça fait quelques années qui sont ici, là, vous allez déjà voir plusieurs personnes qui ont quitté Saint-Basile, pourtant ils voulaient demeurer ici. C'est la même chose pour les jeunes familles présentement. Beaucoup de jeunes familles qui me font part. Nous, on aimerait ça, qu'ils se partent et tout ça. Les jeunes qui veulent se louer un loyer ou partir en résidence, tout ça. Moi, j'en connais quelques-unes. Ils disent, on ne peut pas rester à Saint-Basile. On n'y a pas de place. On fait le tour, il n'y a pas de place. Donc, ce qui est soulevé par M. Vézina, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en priorité.
Et c'est une façon que nous, on a de le mettre en priorité, c'est de voir lorsqu'il y a un développement qui vient en harmonie, puis je dis bien en harmonie, avec la préoccupation que nos citoyens ont en termes de développement de la municipalité pour garder nos gens. C'est une des préoccupations qu'on a, nous, c'est de faire en sorte d'inciter les promoteurs à développer des petits logements, soit des petits condos ou encore des logements à louer, tout ça de préférence pour les gens à revenus moyens ou à faible revenu. Donc, c'est le point que je voulais indiquer. Maintenant, Mme Lorrain, toujours dans la même foulée que tantôt, la densité proposée maintenant de 33 unités par hectare, alors que la moyenne du quartier est d'environ 15 unités. Il y a 2 fois trop d'habitations pour ce terrain à 0,18 hectares. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième, le projet ne respecte pas le plan d'urbanisme qui prévoit une maison unifamiliale sur chaque terrain dans ce quartier de la ville. C'est comme affirmation, là, ça a un impact, ça. Et viendra nuire à la privatisation de toutes les maisons situées autour des nouvelles résidences, dont la mienne. Madame Lorrain. Oui, alors, dans notre plan d'urbanisme, hein, puis il faut penser que notre plan d'urbanisme, il est tributaire des décisions des instances supérieures, là. Alors, de la CMM, le PEMAD, le schéma d'aménagement, de la MRC, évidemment les décisions du gouvernement provincial. Alors, dans le cadre de notre planification, notre plan d'urbanisme, la densité projetée, elle est de 30 logements à l'hectare, puisque le projet est situé tout près du corridor de transport métropolitain, l'axe de la 116. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un terrain qui est très attrayant pour les familles. Donc, je dirais que c'est pas exact de dire qu'il y a 2 fois trop d'habitations parce qu'il s'agit d'une densité minimale. Le 30 logements à l'hectare, c'est une densité minimale, il n'est pas maximale. C'est une exigence, comme je le mentionnais, du schéma d'aménagement de la MRC, du plan d'urbanisme de la ville aussi. Et évidemment, ça vise à favoriser la densification du tissu urbain au sein du périmètre d'urbanisation ou à proximité des axes de transport en commun. Maintenant, lorsque vous dites qu'il viendrait nuire à la privacité de toutes les maisons situées autour, en mentionnant que le plan d'urbanisme prévoit une maison unifamiliale sur chaque terrain. Mais comprenez que c'est un terrain vacant. Il n'y a rien dans notre plan d'urbanisme qui prévoit que sur un terrain vacant comme celui-là, on doit accueillir une seule maison unifamiliale. Alors, c'est un peu pour ça qu'on a utilisé le PPC Moi, parce que ça permet d'assurer une densité au sein de la ville qui va au-delà d'une seule maison. D'accord, merci. Alors, prochaine question est plus technique, je vous dirais, et on va demander à M. Chrétien, je pense qu'il va y répondre. On dit, vous avez mentionné qu'il y avait une consultation par écrit, mais je n'ai rien reçu jusqu'à maintenant par courrier ou autre. Quels sont les critères pour qu'un règlement soit respecté et pour qu'un tel projet n'ait pas lieu? Monsieur Chrétien, je pense. Oui, excusez-moi, j'ai mon micro fermé. Oui, ben en fait, dans les faits, le règlement, la LAE prévoit qu'il y a une seule journée de consultation publique dans le cadre de ce type de demande-là, donc il y a lieu lors d'une soirée là, avant une séance publique. Considérant les mesures sanitaires qui sont en place actuellement, on a fait plutôt, dans le fond, une consultation écrite qui a duré 15 jours, donc comme le gouvernement l'exigeait. Donc, selon nous, malgré tout, malgré qu'il y a des dispositions particulières pour la santé des mesures sanitaires, on pense que les gens ont eu un avantage puisque la période a duré beaucoup plus longtemps. Ça a permis, dans le fond, de poser des questions par écrit, puis on vous répond d'ailleurs ce soir. Donc, selon nous, ça a donné un net avantage là, aux gens pour poser des questions.
Puis, dans le fond, pour ce qui est de l'information, dans le fond, nous, on publicise l'information comme la loi le prévoit, c'est-à-dire par avis public. Il y a également notre règlement de PPC-MOI qui prévoit une affiche sur le terrain que vous avez dû voir. Il y a une infolette qui a été transmise. Il y a le site web de la municipalité aussi, de la ville, qui a servi à mettre toute l'information nécessaire à la compréhension des citoyens. Donc, c'est tous ces outils-là qui ont été mis en place par la ville pour informer la population adjacente. Donc, en plus, comme je le disais, l'affiche également qui a été placée sur le terrain. Là, notre règlement prévoit qu'il doit avoir 60 cm par 120 cm. Donc, l'affiche a été posée là, dans les dates prévues dans notre règlement sur le terrain en question. Merci beaucoup, Monsieur Chrétien. Je suis en train de voir, il me semble qu'il y avait une question aussi où on nous interpellait sur justement les étapes à suivre maintenant pour pouvoir mener à bien tout le processus là, en continuité. Là. Madame Lefebvre. Oui, en fait, nous allons adopter lors de la séance du 7 juin le second projet de résolution. Puis dans la semaine qui va suivre, donc probablement aux alentours du 10 juin, vous allez voir paraître un avis public qui va inviter les gens à nous informer s'ils souhaitent participer à un référendum. Donc, si l'avis public paraît le 10 juin, la période de fin pour recevoir les signatures sera le 25 juin. Et nous pourrons ensuite, là, dépendamment du résultat de ce registre, informer du nombre de signatures obtenues, informer les citoyens lors de la séance du 5 juillet sur la suite des choses. D'accord. Merci beaucoup, Mme Lefebvre. Je rappelle que Mme Lefebvre, c'est notre greffière. Alors, la prochaine question, et ce sera la dernière. J'aurais dû la placer juste avant parce que l'autre aurait mieux, mais peu importe. Qui est la question suivante, M. Maupomé et Mme Carrière qui pose la question. Le premier, il dit « Comment est-ce que le cadre d'alimentation électrique d'Hydro-Québec et le cadre de connexion au réseau Internet Bell Vidéotron sera acheminé vers les 6 nouvelles résidences aux 70, autrement que par l'installation d'un nouveau poteau sur le terrain avoisinant? » Ça, c'est la première question. Deuxième question, et j'informe M. Pelletier qui aura à répondre aussi. L'affichage des adresses civiques vues de la rue Champagne sera prévu de quelle façon? Toute compagnie de livraison ou ont de la difficulté à trouver la rue Place Champagne. J'imagine que ce sera encore pire pour les maisons situées dans ce projet, vu qu'il n'y a pas de jumelé dans ce secteur. Alors, M. Pelletier. Oui, alors, des fois, des détails, ce sont d'excellentes questions parce qu'effectivement, la dernière chose qu'on veut, c'est de voir pousser des poteaux d'électricité dans sa cour arrière. Alors, dans un projet comme celui-là, qui est un projet intégré, tous les circuits de distribution électrique, tant primaire que secondaire, les circuits d'Hydro-Québec doivent être souterrains. De même, c'est la même chose pour la distribution des lignes téléphoniques puis de câbles de télévision. Donc, ça va tout être souterrain. Vous verrez rien de ça. Pour ce qui est des numéros civiques, bien honnêtement, pour le moment, l'affichage puis l'octroi des numéros civiques, ça n'a pas été encore planifié. Ça va venir à une étape ultérieure. Cependant, soyez assurés qu'on va tenir compte de vos préoccupations pour être certain que ce soit visible et compréhensible. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'était la dernière question, la dernière réponse, bien sûr. Alors, ça fera sûrement l'objet de débats entre vous. Je rappelle que vos interpellations, de même que l'ensemble des réponses que nous avons fournies, vont apparaître sur le site web aussitôt qu'on aura fini de colliger les réponses, parce qu'il y a une bonne partie de ces réponses-là qu'on a développées au fur et à mesure de la présentation aujourd'hui. Alors, je remercie mes collègues pour ce travail-là. Je pense qu'on me permettra de remercier, donner un petit coup de chapeau tout spécial à nos collègues du Comité consultatif d'urbanisme. Présentation fort
rigoureuse et tout ça, et saluer tous les membres du comité d'urbanisme pour la qualité de leur travail et bien sûr avec nos fonctionnaires, au premier chef, M. Chrétien. C'est pas un travail, c'est un travail fastidieux. Hein. C'est un travail fastidieux. Il n'y a rien de simple là-dedans. Vous avez vu que les réponses, ce sont des réponses aussi élaborées, autant que vos questions et vos préoccupations, les avez bien élaborées aussi. Et à nouveau, nous vous en remercions sincèrement parce que c'est avec une participation de cet ordre-là qu'on peut toujours améliorer le sort des gens que nous représentons. Alors, bien sûr. Alors, merci aussi à Mme Lefebvre et M. Beaupré pour leur soutien dans tout ce processus-là. Et je vous invite encore une fois à aller voir sur le site web, aller prendre connaissance sur le site web au cours des prochains jours. Vous allez avoir toutes les données, la question et réponse sur le site web. Alors, merci à chacun et chacun de vous et je vous souhaite une belle fin de soirée. À bientôt.